Au sommaire de votre magazine À Paris numéro 84 pour le printemps 2024. Ça, c'est Paris. L'édito d'Anne Hidalgo, maire de Paris. Paris Express. Focus. Grand angle. Découverte. Tribune. Quiz. Agenda. Et en quatrième de couverture, le nouveau podcast Enjeux de la ville de Paris. Les spécialistes de la ville répondent aux questions que tout le monde se pose sur l'organisation des Jeux de Paris 2024. Pour l'écouter, rendez-vous sur paris.fr. Rendez-vous également sur Paris Info Jeux, votre newsletter personnalisée pour faciliter vos déplacements et vos sorties pendant les Jeux. À Paris, le magazine de la ville de Paris. Bienvenue pour votre numéro 84 de votre magazine À Paris pour le printemps 2024, avec à la une, Paris entre en jeu. Ça, c'est Paris. En photo, après plus de 2 ans de travaux de rénovation, qui ont notamment permis d'assurer l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, la piscine Pontoise dans le 5e arrondissement a rouvert ses portes en décembre dernier. Cet établissement mythique, créé dans les années 1930, possède un bassin de 33 mètres surplombé de coursives, d'un habillage jaune et bleu, de cabines privatives et d'une immense verrière. Un bijou d'architecture. À Paris, l'éditorial. Anne Hidalgo, maire de Paris. Les Jeux Olympiques et Paralympiques commencent bien avant les épreuves et finiront bien après. Les Jeux approchent à grands pas. Quelle joie de voir Paris se parer aux couleurs de cette belle fête. Nous sommes prêts à vivre au rythme des compétitions et à porter haut les valeurs olympiques et paralympiques. Comme je m'y suis engagée, les Jeux continueront de briller à travers les nombreux héritages qu'ils légueront à notre ville. Après la fête, il y aura plus de pistes cyclables, plus d'arbres et de nature, des équipements sportifs rénovés et mieux accessibles, une nouvelle aréna, porte de la Chapelle, avec 2 gymnases dédiés aux habitantes et aux habitants du quartier. Dès 2025, nous pourrons nous baigner dans la Seine. La voie réservée sur le boulevard périphérique sera pérennisée. Quelle révolution! Dans nos habitudes sportives aussi, les Jeux laisseront une trace avec plus de clubs sportifs para-accueillants, des activités sportives gratuites qui continueront à être proposées pour encourager la pratique sportive, surtout des plus éloignés du sport. Nous avons hâte. Mais d'abord, place à la fête et allez les Bleus, allez les Bleus. Paris Express. Tramway T3B, terminus Porte Dauphine. Le tramway T3B est enfin prolongé vers l'ouest entre la porte d'Asnières dans le 17e et la porte Dauphine dans le 16e. Un trajet de 3,2 km qui ne vous prendra que 15 minutes. Cette nouvelle station jalonne le parcours avec des correspondances sur les lignes 1, 2 et 3 du métro, les lignes C et E du RER et de nombreuses lignes de bus. Concernant l'accessibilité, les rames et les stations ont été conçues pour remédier à toutes les difficultés d'accès. Cette extension a aussi permis un vaste aménagement urbain avec plus d'espace aux piétons et aux cyclistes. Et côté végétalisation, près de 14 000 mètres carrés de gazon ont été posés sur la plateforme du tramway et 250 arbres plantés le long du parcours. 60 846 commerces. C'est le nombre de bars, restaurants et services commerciaux situés en rez-de-chaussée et recensés en 2023 par l'atelier parisien d'urbanisme APUR. Parmi ceux-ci, 863 commerces émergent, reflètent les évolutions de la société, magasins de vélo, instituts de soins, boutiques de seconde main, etc. Plus d'informations sur www.apur.org. Frédéric Gau aux manettes de la maison de l'e-sport. Frédéric Gau, président de Gozulting, confie « Les jeux vidéo rassemblent et permettent de faire émerger de nombreux talents du web. On œuvre activement pour casser certaines idées reçues. » Entité majeure de l'écosystème web, cette société française a repris en décembre 2023 et en partenariat avec la ville de Paris la gestion de la maison de l'e-sport dans le 20e arrondissement. Avec une mission claire, comme l'explique Frédéric Gau, offrir un espace de 2000 m² ouvert toute l'année aux plus petites audiences, comme les associations et les organes culturels. Son interview est à lire sur paris.fr. Des bulles d'air contre les détritus. Dans les eaux du bassin de la Villette, dans le 19e arrondissement, un projet expérimental a été lancé en mars en amont du pont de Crimée avec l'installation d'un rideau de bulles.
Ce tuyau, immergé et percé d'une centaine de trous, crée un barrage naturel aux déchets flottants, verts et plastiques. Les bulles d'air permettent de les bloquer avant de les remonter à la surface dans une zone dédiée, ce qui facilite leur collecte. Financée par le budget participatif 2021, cette initiative vise à préserver l'écosystème du bassin et à maintenir la propreté des canaux parisiens. Promenons-nous dans le bois de Charonne. Un nouveau tronçon de la Petite Ceinture ouvre en juin entre le cours de Vincennes et la rue du Volga dans le 20e. Aménagé pour la promenade, il sera associé à un terrain jouxtant le tracé qui, lui, sera repeuplé de 2000 arbres et 6000 jeunes plants forestiers. Ce bois, véritable réservoir de biodiversité, offrira une continuité avec le jardin de la gare de Charonne. Le choix des essences, constituées en majorité de plantes indigènes ou régionales, répond à l'enjeu de réchauffement climatique. Ce parc de 3,5 hectares constituera un îlot de fraîcheur pour les promeneurs qui pourront aussi profiter d'espaces de détente aménagés. Les panneaux solaires fleurissent sur les toits. Lancé il y a 1 an, le dispositif Énergiculteur a déjà permis l'installation de panneaux solaires sur les toits de 3 établissements publics. Les écoles Popincourt dans le 11e, Reims dans le 17e et Poissonnier dans le 18e. Grâce à cette initiative, en partenariat avec la région, 15 nouvelles installations pour un total de 4200 m² de toiture photovoltaïque verront le jour. De quoi produire l'équivalent de la consommation d'électricité de 150 foyers. Le bal de l'amour est de retour. 1 an après le succès du bal populaire gratuit pour les 10 ans de la loi sur le mariage pour tous, la ville organise une nouvelle édition sur le parvis de l'Hôtel de Ville le 17 mai afin de célébrer l'amour. Au programme des festivités où sont conviés parisiennes et parisiens, quels et qu'ils soient LGBTQIA+, ou alliés, un karaoké géant et une projection vidéo. Cet événement sera l'occasion de rappeler que la mobilisation continue pour l'avancée des droits de cette communauté auquel Paris est profondément attaché. La plus longue nuit blanche de l'année. La 23e édition de la désormais incontournable Nuit Blanche met à l'honneur les territoires ultramarins. Le 1er juin, installations et performances artistiques vous proposeront un voyage au cœur de la mosaïque culturelle française, allant de la Réunion à la Polynésie en passant par les Antilles. Cette nuit, célébrant la création contemporaine sous toutes ses formes et orchestrée par Claire Tancon, directrice artistique de Nuit Blanche 2024. Plus de 100 projets seront à découvrir dans tout Paris. Kiosque en fête, saison 2024 ouverte. Le tout Paris est à la fête dès ce printemps. Presque 1000 événements dans une quarantaine de jardins. Voilà le programme de cette manifestation culturelle, citoyenne et solidaire. Sous l'impulsion de Parisiennes et Parisiens, associations et artistes, les kiosques à musique de la ville deviennent le théâtre d'activités en tout genre et il y en a forcément près de chez vous. Plutôt concerts, activités sportives ou mobilisation citoyenne. Pas besoin de choisir, il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde. La seconde vie de l'hôtel de Coulanges. C'est un endroit où mode, design et création culturelle sont les maîtres mots. L'hôtel de Coulanges, rue des Francs-Bourgeois, Paris-Centre, fait peau neuve et s'apprête à ouvrir intégralement au public. Ancienne demeure de Madame de Sévigné, ce bâtiment historique a été transformé dans le respect de son caractère patrimonial exceptionnel. Il devient un lieu qui associe 1300 m² d'espace consacré aux créateurs, 1000 m² d'espace de travail partagé et un espace polyvalent à vocation culturelle. Cet accélérateur de créativité s'inscrit dans une dynamique de maintien d'activité à Paris. Il est l'un des lauréats de la première édition de l'appel à projets urbains innovants Réinventer Paris, engagé par la ville afin d'accompagner la transformation d'immeubles existants. SUV, les Parisiens sont favorables à une nouvelle tarification du stationnement. C'est voté. Les Parisiens ont approuvé le 4 février dernier la création d'un nouveau tarif pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes et polluantes de type SUV, véhicules utilitaires sport, lors d'une votation organisée dans toute la capitale. La ville de Paris proposait un triplement des tarifs de stationnement visiteurs pour les véhicules concernés. Les SUV, qui représentent 40% des ventes d'automobiles en France, provoquent des problèmes de pollution, de sécurité routière et de partage équitable de l'espace public. La nouvelle tarification sera mise en œuvre dès le 1er septembre 2024. Tous à la foire. Pour s'inspirer ou concrétiser ses projets maison,
Tester les innovations du quotidien, prendre le temps de découvrir ou de redécouvrir l'artisanat de France et du monde et déguster des saveurs d'ici ou d'ailleurs, la Foire de Paris est le rendez-vous shopping phare du printemps. Cette année, elle se tiendra du 1er au 12 mai au Parc des Expositions à la porte de Versailles. La ville mettra à l'honneur sur son stand sa marque et ses produits sous licence et proposera une exposition sur le savoir-faire de certains de ses licenciés. Plus d'informations sur www.foiredeparis.fr. Un tiers-lieu à vocation sociale en plein Paris. Artistes, artisans, structures de l'économie sociale et solidaire, etc., tous regroupés au cœur de la capitale. Après les Arches citoyennes, un projet d'occupation temporaire dédié à la solidarité, l'ancien siège de l'AP-HP de l'avenue Victoria, Paris-Centre, sera réhabilité pour devenir les Hospitalités citoyennes et accueillera 6000 m² de logements sociaux, un restaurant solidaire et une halte destinée aux femmes victimes de violences. Élections européennes, inscrivez-vous sur les listes électorales jusqu'au 3 mai. Les élections européennes auront lieu le 9 juin prochain. La date limite d'inscription sur les listes électorales est fixée au 3 mai, au 1er mai pour les inscriptions en ligne. Pour vérifier si vous êtes inscrit, connaître l'adresse de votre bureau de vote ou s'informer sur le vote par procuration, rendez-vous sur paris.fr/élections sans accent et au pluriel. Vous êtes propriétaire et vous souhaitez louer votre bien. Le dispositif Louer solidaire et sans risque est fait pour vous. Il aide les familles modestes à bénéficier temporairement d'un logement et d'un accompagnement social dans l'objectif d'un relogement dans le parc social. Et pour les propriétaires souhaitant louer leur bien, rien de plus simple. Ils sont épaulés pour tout ce qui concerne le loyer, les charges collectives et la restitution de leur logement. Si vous êtes intéressé par ce dispositif, contactez l'association Solia Grand Paris au 0800 50 05 45. Vous êtes locataire ? Votre loyer est encadré. Depuis janvier 2023, près de 98 000 Parisiens, locataires ou propriétaires, ont vérifié que leur loyer ne dépassait pas le plafond autorisé et 1631 signalements ont été déposés. Résultat, les locataires ayant vu leur situation résolue ont bénéficié d'un remboursement moyen de 2 313 €. Plus d'informations sur paris.fr/encadrement loyer, loyer au pluriel. Qui sont les Parisiens ? Origine, niveau de diplôme, automobiliste ou non, découvrez en chiffres quelques facettes des habitants de la capitale grâce à l'étude de l'Atelier parisien de l'urbanisme, APUR. 25%. La capitale est très cosmopolite. Un quart des Parisiens sont nés dans un pays étranger. D'où viennent-ils ? Les continents les plus représentés sont l'Afrique, 45,5%, qui devance l'Europe, 26,2%, l'Asie, 18,9%, et l'Amérique, 9,1%. 30%. Moins d'un tiers des habitants de Paris sont nés dans la capitale. Ils sont 16% à avoir vu le jour ailleurs en Île-de-France et plus d'un quart, 28%, dans le reste de la France. Leur première région d'origine, l'Auvergne-Rhône-Alpes, suivie par la Nouvelle-Aquitaine et le Grand Est. 34%. Seul un ménage sur 3 possède une voiture à Paris, un chiffre en baisse constante. En 1975, ils étaient 43% à être propriétaires d'une automobile. Parmi les grandes villes, Paris se distingue aussi un taux d'équipement automobile beaucoup plus faible que Lyon, 61%, et Marseille, 67%. 15e. Avec 227 746 habitants, le 15e garde la palme de l'arrondissement le plus peuplé de la capitale. Le 20e, 189 805 habitants et le 18e, 188 446 habitants occupent les 2e et 3e places. Les 3 arrondissements les moins peuplés sont situés dans Paris-Centre. Le premier, avec 15 919 habitants, le deuxième avec 21 119 habitants et le quatrième avec 28 324 habitants. 50%. Les Parisiens sont très diplômés. La moitié des actifs ont au moins un diplôme de niveau Bac+5. Par comparaison, ce taux est de 16% pour toute la France. Un Parisien sur 4 vit en logement social. En 2001, ce chiffre était de 1 Parisien sur 7. Focus. Comment sont valorisés vos déchets alimentaires ?
Ces détritus représentent un quart de nos poubelles, soit 75 kg par habitant chaque année. Pour mieux les trier et les transformer en ressources utiles, Paris a mis en place de nombreuses mesures innovantes. Vous les avez peut-être vus. Depuis le début de l'année, Paris a installé dans les rues des points d'apport volontaire de vos déchets alimentaires. Ils sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et sont situés à moins de 3 minutes à pied de chez vous. Des améliorations visibles depuis peu du côté des 400 stations Trilib qui permettent déjà de trier le verre, le papier et les emballages. Collectées et nettoyées toutes les 48 heures, elles sont en train d'être équipées d'un nouveau module dédié aux restes alimentaires d'ici à juillet. Ces prochains mois, 100 stations supplémentaires verront également le jour. Ambre, habitante du 10e, fait partie des nouveaux usagers. J'ai toujours un dépliant sous les yeux pour ne pas me tromper au moment de jeter mes déchets. Mais quand on a l'habitude de trier le verre ou le plastique, avoir une poubelle en plus n'est pas une contrainte. C'est un petit effort qui peut avoir un gros impact. 890 tonnes collectées. Ces initiatives s'ajoutent à celles mises en place depuis de nombreuses années dans la capitale. Près de 200 bornes ont déjà été installées sur 70 marchés alimentaires. Autre développement, le compostage de proximité. Depuis 2010, près de 1200 composteurs de quartier ou au pied d'immeubles ont été créés et les Parisiens peuvent bénéficier de lombricomposteurs individuels. Les établissements de la ville, écoles, collèges, crèches, EHPAD, etc. œuvrent aussi pour limiter leur part de gaspillage alimentaire, mais ils en restent des producteurs importants. Depuis janvier 2024, la capitale compte ainsi près de 1100 sites qui trient et collectent leurs déchets alimentaires. Et les efforts payent. En 2023, plus de 890 tonnes ont été récupérées dans les écoles et les collèges. Les détritus sont ensuite transformés en biogaz qui alimente camions-bennes et bus de la collectivité. Et les résidus restants sont enfin utilisés comme fertilisants par les agriculteurs. Quoi de mieux pour préserver l'environnement? Plus d'infos sur leparisdutri.fr. De l'accueil à l'intégration. La ville Lumière est aussi une ville refuge. Cet engagement se traduit au quotidien. Un objectif, accompagner les personnes venues y chercher asile. Depuis 2015, avec le soutien d'associations et de citoyens, Paris a mis en place de nombreuses mesures destinées à renforcer la qualité de l'accueil des personnes venues chercher refuge dans la capitale. Les besoins fondamentaux. Chaque année, des millions d'euros sont consacrés à l'accueil des réfugiés. Ils permettent de financer plusieurs lieux gérés par des associations. Ceux-ci proposent accueil, information, orientation, accompagnement social, médical et administratif, hygiène, aide alimentaire, etc. La halte humanitaire, ouverte 7 jours sur 7 de 9h à 18h, gérée par la Fondation de l'Armée du Salut, est un accueil de jour inconditionnel pour toutes les personnes exilées. Elle se trouve 2 rue Perrault, Paris-Centre. L'accueil de jour à Boukir, porté par l'association Emmaüs Solidarité, accompagne en journée spécifiquement les familles, les couples et les femmes en situation d'exil. L'accueil se trouve 6 rue d'Aboukir, Paris-Centre. La maison des réfugiés, gérée par Emmaüs Solidarité et Singa France, est un lieu ressource pour l'intégration des personnes réfugiées à Paris, déménagement dans le 19e arrondissement au printemps 2024. Elle se trouve actuellement 50 boulevard Jourdan dans le 14e. L'insertion professionnelle. Les personnes réfugiées sont confrontées à une série de freins dans leur insertion sociale et professionnelle. Pour remédier à cette situation, les formations Refuge ciblent les demandeurs d'asile arrivés nouvellement à Paris, résidant en centre d'hébergement et débutant en français. Elle vise à acquérir des compétences de base en français et des connaissances sur la vie en France. Le Forum pour l'insertion professionnelle des réfugiés, lancé en 2022 dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés, permet par ailleurs de rencontrer des structures d'accompagnement, de formation et des entreprises qui recrutent. La promotion et le plaidoyer pour un meilleur accueil. Paris est activement impliqué dans l'Association nationale des villes et territoires accueillants, Envita. Elle participe ainsi à diffuser de bonnes pratiques d'accueil. Dans le cadre de cet engagement, elle a organisé sa 3e cérémonie de parrainage républicain à l'Hôtel de Ville, durant laquelle 55 personnes ayant connu un parcours migratoire ont été parrainées par des citoyens et citoyennes à l'occasion de la Journée internationale des migrants 2023. Et en photo, la halte humanitaire est située dans l'ex-mairie du 1er arrondissement.
tout pour privilégier l'accès à la santé. Forte de son implication de longue date dans la santé publique, Paris a concrétisé en 2022 la création d'une direction dédiée composée de près de 1400 professionnels. Leur mission, faciliter l'accès à des soins abordables et de proximité pour toutes et tous dans un contexte de démographie médicale en berne. Focus sur les grands projets santé de l'année. Une offre de soins étoffée. En 2024, 60 professionnels de santé supplémentaires, médecins généralistes et spécialistes, infirmiers, psychologues, sages-femmes, puéricultrices, etc., viendront compléter les équipes soignantes de la ville de Paris. Des créations d'emplois s'inscrivant dans le cadre du développement de l'offre publique de prévention et de soins primaires qui compte plus de 1000 professionnels de santé municipaux à ce jour. Est également mis en place un plan de recrutement de 115 professionnels de santé supplémentaires sur 3 ans. Celui-ci permettra d'ouvrir de nouveaux centres de santé municipaux, notamment dans les quartiers prioritaires. En complément, la ville accompagne aussi l'installation de nouveaux praticiens libéraux conventionnés secteur 1. Et pour les aider dans leur démarche, les professionnels de santé peuvent compter sur ParisMed. Lancé en 2016 et renforcé en 2023, ce dispositif a permis à 300 praticiens de trouver un local, de reprendre une patientèle ou d'obtenir des financements pour aménager leur cabinet. Paris compte aujourd'hui une centaine de services, principalement en santé de l'enfant, santé sexuelle, soins primaires et prévention-vaccination. 7 centres de santé municipaux, dont 2 dentaires, offrent des soins remboursés sans avance de frais et 3 centres médico-sociaux reçoivent quant à eux les patients sans couverture sociale. Des services spécialisés, tuberculose, cancer, drépanocytose, sport sur ordonnance, etc. complètent cette offre. Pour découvrir notre offre de soins accessible à tous, rendez-vous sur paris.fr. Une prévention renforcée. Parce que la santé est le reflet des inégalités, une stratégie d'universalisme proportionné est conduite. Des services généralistes pour toutes et tous, avec en leur sein des actions spécifiques pour les personnes les plus fragiles ou éloignées du soin. 58 centres de protection maternelle et infantile pour bien grandir. Dès la naissance, les petits Parisiens et leurs parents peuvent bénéficier d'un suivi rapproché dans l'un des 58 centres de protection maternelle et infantile, PMI. Pesée, vérification du bon développement, activité de groupe avec les autres enfants, aide à l'allaitement ou au biberon, médecins, puéricultrices et sages-femmes accueillent de manière inconditionnelle les enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. Une équipe hors les murs va aussi au-devant des futures mères sans abri afin de les orienter vers un suivi de grossesse adapté, notamment au sein d'un centre de protection maternelle dédié aux femmes enceintes en situation de rue. 24 centres de santé sexuelle pour le bien-être de chacun. Être en bonne santé, c'est aussi avoir le droit de mener une vie sexuelle épanouie. Au sein de 24 centres de santé sexuelle, vous trouverez des oreilles attentives et des conseils avisés, sans jugement, à tous les âges de la vie, quel que soit votre genre ou votre sexualité. Et vous obtiendrez des réponses à vos questions concernant la contraception, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, la liberté de choix, l'accès simple et gratuit à l'interruption volontaire de grossesse, etc. Santé mentale, des dispositifs pour les plus jeunes. De nombreuses études l'ont montré, la pandémie de Covid a eu des conséquences lourdes et durables sur la santé mentale des adolescents et jeunes adultes. C'est pourquoi une offre de soins spécifiques a été créée pour eux. Ainsi, au sein de quartiers jeunes, dès 16 ans, les ados peuvent consulter un psychologue de manière anonyme et gratuite. En complément, des consultations pour les 11-17 ans et pour les 18-30 ans sont proposées dans nos centres de santé, accessibles à tous, sur orientation médicale. Une ville qui favorise la bonne santé. L'environnement et la lutte contre les pollutions jouent un rôle crucial dans la santé des populations. Résultat, l'urbanisme se doit d'être le plus favorable à la santé. Le plan local d'urbanisme bioclimatique, le plan climat et le plan Paris Santé-Environnement intègrent cet objectif. La collectivité réalise par ailleurs des études d'impact en santé de tous ces grands projets d'aménagement. Elle garantit aussi un environnement sain dans ses crèches et écoles, recherche proactive et élimination de polluants comme le plomb, analyse chimique et bactériologique régulière et participe à la recherche scientifique sur les liens entre santé humaine, biodiversité, santé animale et environnement urbain. À Paris, le dossier. Grand angle. Pour les Jeux et pour longtemps.
Dès l'étape de candidature, les questions d'héritage et de durabilité ont été au cœur du projet olympique. Et aujourd'hui, une chose est certaine, cette aventure collective transformera pour longtemps la vie des Parisiens, en particulier celle des plus jeunes. Les Jeux vont changer la ville avec des équipements rénovés, accessibles et à destination de tous les publics. Mais aussi en accélérant la transition écologique à l'image de la Seine, dans laquelle on pourra de nouveau se baigner l'an prochain, ou des entreprises de l'économie sociale et solidaire de plus en plus engagées dans l'économie parisienne. Preuve de cette transformation en marche, l'Arena Porte de la Chapelle, symbole de cet héritage durable et populaire. À retrouver en podcast Enjeux, le podcast qui répond à vos questions sur les Jeux de Paris 2024. Rendez-vous sur paris.fr. Levée de rideau pour l'Arena Porte de la Chapelle. En février dernier, tous les yeux étaient rivés sur le 18e arrondissement. La raison ? Le seul site des Jeux de Paris 2024 bâti intramuros ouvrait ses portes au grand public. L'Arena est fin prête pour accueillir les épreuves des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Un test grandeur nature pour ce site destiné à devenir un lieu incontournable du sport et du divertissement dans la capitale. Jean-Michel Métayer, habitant du dit quartier depuis 1989 et président de l'association Vivre au 93 Chapelle, confirme « C'est un endroit magnifique qui va faire du bien à tout le quartier ». Comme lui, ils sont venus en nombre visiter la nouvelle enceinte le 11 février dernier et participer aux animations organisées par des associations avant d'assister à la rencontre du Paris Basketball PBB face à Saint-Quentin. Inauguration réussie. L'après-midi, les 2 gymnases de l'Arena ont hébergé de nombreux ateliers. Au menu du basket fauteuil, du hip-hop et même du design de mode. C'est l'activité testée par Hakim, 12 ans, qui a pu personnaliser un maillot du PBB. Je le porterai lors de mon prochain match. À partir de 19h justement, c'était au tour des locaux de faire le show. Victoire 87-65 pour le compte de la 23e journée de la Betclic Elite, avant de passer le relais au rappeur Zola pour clôturer en musique cette journée mémorable. Mais l'Arena, ce ne sera pas seulement des concerts, des spectacles et des matchs de haut niveau. L'enceinte sera ouverte aux sports de proximité et aux habitants du quartier en intégrant en son sein 2 gymnases pour des besoins locaux. Un programme complémentaire de 2600 mètres carrés sera destiné à une offre de loisirs et de commerce tournée vers le quartier. Le quartier change de visage. Jean-Michel Métayer, lui, a encore du mal à y croire. Avant cette salle, il y avait un bowling puis un parking, se rappelle-t-il. Un temps révolu puisque dans le sillage de l'Arena, c'est tout le quartier qui va se transformer. Premier aménagement visible, un large parvis piéton et arboré devant le site. Puis ce sera au tour de la rue de la Chapelle d'être métamorphosée avec une promenade végétalisée et des liaisons cyclables et piétonnes repensées. Enfin, la zone accueillera le campus Condorcet à la rentrée 2025. 4500 étudiants, chercheurs, enseignants, etc. tout en bénéficiant d'un prolongement de la ligne de bus 38 pour mieux desservir le quartier. L'Arena en chiffres. 20 000 mètres carrés de superficie. 8000 places assises, 4 sports accueillis pendant les Jeux de Paris 2024, badminton, gymnastique rythmique, para-badminton et para-haltérophilie. Des équipements rénovés pour les Jeux et pour vous. Confort, accessibilité, sobriété, ces 5 centres sportifs ont été modernisés pour servir de site d'entraînement pendant les Jeux olympiques. La renaissance de la piscine olympique Georges Valeret dans le 20e arrondissement. C'est la doyenne des sites rafraîchis. La piscine Georges Valeret a été construite à l'occasion des Jeux de 1924. C'est ici que Johnny Weissmuller est entré dans l'histoire en remportant 4 médailles olympiques, dont 3 en or. Cet été, elle sera le site d'entraînement des nageurs. La piscine et son bassin olympique de 50 mètres se sont offerts un bain de jouvence avec un nouveau toit ouvrant, le remplacement de sa verrière et un espace d'accueil totalement reconfiguré. Sans oublier de nombreuses améliorations pour les nageurs, modernisation de la centrale de traitement de l'air, du traitement de l'eau, du chauffage, meilleure accessibilité pour le public handicapé, etc. Et pour éviter de nouveaux déchets, on réemploie les matériaux. L'ancienne charpente a été réutilisée pour réaliser du mobilier et la signalétique de la piscine.
Max Rousier dans le 17e fait peau neuve avant d'enfiler les gants. Dojo, salle de sport et gymnase flambant neuf, création d'un ascenseur et d'une nouvelle salle de boxe. Le centre sportif Max Rousier s'est métamorphosé avant d'accueillir les entraînements de boxe des Jeux Olympiques. Vestiaires, couloirs, accueil, aucun espace n'a été délaissé. Le site consommera moins d'énergie grâce à une rénovation totale de sa chaufferie, le remplacement des menuiseries et une nouvelle isolation thermique des façades. Avec à la clé un confort supplémentaire pour les sportifs. Quelques mots de Frédéric Esther, éducateur sportif, enseigne la boxe à Max Rousier dans le 17e. J'entraîne une 60aine de jeunes et d'adultes chaque semaine dans la nouvelle salle de boxe. C'est parfait, car il y a tout l'équipement nécessaire. On forme des jeunes qui ont parfois un parcours compliqué. La boxe permet de les encourager et de leur redonner confiance en eux. 10 pays s'entraîneront à Max Rousier pendant les Jeux Olympiques. Ça va sûrement nous amener de nouveaux pratiquants. Bertrand Dauvin, 18e arrondissement. Transformer du sol au plafond. Les lieux accueilleront les entraînements de pentathlon moderne pendant les Jeux Olympiques. Pour l'occasion, le centre sportif Bertrand Dauvin a bénéficié d'une réhabilitation globale, une nouvelle piscine, les 2 gymnases, le dojo et la salle de danse rénovée, une nouvelle tribune pour les terrains de football, une couverture en bois pour les cours de tennis et pour finir, une nouvelle piste d'athlétisme. Le stade Coubertin dans le 16e met le cap sur l'accessibilité. Le stade Pierre de Coubertin, construit en 1937, accueillera les entraînements de la gymnastique rythmique et du trampoline. Priorité du chantier, l'accessibilité avec de nouvelles rampes d'accès sur les 2 avenues jouxtant le stade, la mise en accessibilité des coursives, tribunes et vestiaires et l'installation de 3 nouveaux ascenseurs. Le bâtiment sera beaucoup plus économe avec des éclairages basse consommation et la réfection de toutes les menuiseries extérieures. Autre innovation, la création d'une zone calme dédiée notamment aux personnes souffrant de troubles autistiques. À Poissonnier, dans le 18e, 2 gymnases refaits à neuf. Cet été, les équipes de basket 3x3 du monde entier s'y entraîneront pendant les Jeux Olympiques. Construit dans les années 1960, le centre sportif des Poissonniers, dans le 18e, a bénéficié de travaux de grande ampleur. Cela concerne d'abord l'accessibilité, avec l'installation d'un ascenseur desservant tous les niveaux du site. Les 2 gymnases ont été totalement refaits à neuf, ainsi que l'ensemble des vestiaires et sanitaires. Autre progrès, un meilleur confort thermique pour les usagers grâce à une isolation des façades, de nouvelles menuiseries extérieures et de multiples améliorations techniques. Rénovation du réseau de chauffage, d'eau chaude, meilleure ventilation du bâtiment, etc. Toutes les bonnes raisons de faire du sport. C'est un autre héritage. Profitant de la dynamique des Jeux, Paris a créé une offre de sport gratuite et adaptée à tous les publics. Des cours de sport gratuits le dimanche. Paris Sport Dimanche, c'est du sport gratuit toute l'année, sans inscription, dans des centres sportifs, des parcs et sur des places de la capitale. Remise en forme, box fit, cardio training. Encadrées par les fédérations et des éducateurs sportifs de la ville, ces séances profitent à 6000 Parisiens sur près de 20 sites tous les dimanches matins. À vous de jouer. Plus de possibilités pour les femmes. Apprentissage du vélo, football, basket, boxe, etc. 32 clubs et associations proposent chaque semaine du sport gratuitement à destination des publics féminins. En 2023, plus de 3500 femmes ont pu bénéficier de ce dispositif sur près d'une 60aine de sites. Les seniors en forme olympique. Vous avez 55 ans ou plus ? Paris vous remet au sport avec 26 clubs dans la capitale. Paris Sport Senior et Sport Senior en plein air offrent des activités gratuites plusieurs fois par semaine sur des terrains en accès libre ou dans les parcs et jardins, tennis, marche nordique, football en marchant, etc. 34 terrains de basket relookés. Paris a profité des Jeux pour rénover ses terrains sportifs, pour faire du basket 3x3, de l'urban tennis, du football ou du handball. Par exemple, 34 terrains de basket dessinés par des artistes ont été réhabilités. Envie de dribbler, direction les playgrounds du stade Charles Moureux dans le 13e, du square Henri et Achille Duchesne dans le 14e, du jardin Villemain Machagina Amini dans le 10e ou encore du square Léon dans le 18e. Cela vous tente ? Les infos pour faire du sport gratuitement sur paris.fr/sport.
Yara, collégienne du 12e arrondissement, a bénéficié de paris sportives avec l'association Sine Qua Non. Je pratique le foot et j'aime beaucoup. Ce sport me permet de m'exprimer et de pouvoir jouer dans un endroit où je ne peux normalement pas en tant que fille. Au début, je pensais que ça serait ennuyeux. La première fois, j'ai même trouvé ça nul. Maintenant, je m'y rends 2 fois par semaine et ça me plaît beaucoup. Et plus j'y vais, plus je m'améliore. Il y a d'autres filles que je n'aurais jamais pu rencontrer si je ne faisais pas du foot dans cette association. Marie-Josée, retraitée du 13e arrondissement, a bénéficié du dispositif Sport Senior en plein air. J'ai fait du handfit l'an dernier dans le 5e arrondissement. Ce sont des cours ludiques de handball qui se pratiquent par petits groupes avec des sportifs de tout âge. Au début, cela me semblait difficile. Il y avait des personnes âgées et fragiles, mais tous les participants ont pris de l'assurance après quelques séances. Cela m'a énormément apporté, mobilité, souplesse, réflexe, attention aux autres, etc. Et j'ai rencontré des personnes avec lesquelles je suis toujours en contact. Mission éco-jeu réussie. Dans la Seine, sur le périphérique et jusque dans nos assiettes, de nombreux changements ont été engagés pour que les Jeux de Paris 2024 soient compatibles avec les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Pourra-t-on, nous aussi, nager dans la Seine ? Oui, lors des Jeux, les épreuves de triathlon, de natation marathon et de paratriathlon se dérouleront dans la Seine. Dès l'été 2025, ce sera au tour des Parisiens de nager en toute sécurité dans le fleuve via 3 sites de baignade aménagés et surveillés. Le Bras-Marie, parc Rive de Seine, rive droite, le Bras de Grenelle dans le 15e et à Bercy, en contrebas du parc dans le 12e. Y aura-t-il du changement dans nos assiettes ? Oui, les filières de l'alimentation durable ont dû se structurer pour pouvoir assurer les 13 millions de repas prévus pour l'ensemble des participants aux Jeux de Paris 2024, athlètes, spectateurs, bénévoles, etc. In fine, cette évolution continuera d'améliorer l'alimentation des Parisiens. Le plastique à l'usage unique sera-t-il de retour après les Jeux de Paris 2024 ? Non, la ville souhaite mettre un terme à la distribution de gobelets, bouteilles en plastique et canettes en aluminium. Dès septembre 2024, les organisateurs de courses sur route à Paris ne pourront plus proposer ce type de contenant. Cela représente près de 1,3 million de bouteilles en plastique évitées chaque année, soit 19 tonnes et demie. Sur le périphérique, la voie olympique sera-t-elle maintenue ? Oui, cette voie réservée au transport des athlètes et des médias lors des Jeux sera pérennisée afin d'encourager les modes de transport plus écologiques. Seuls les transports en commun, les véhicules en covoiturage, au moins 2 personnes à bord, les taxis, les personnes détentrices de la carte mobilité inclusion stationnement, les 2 roues motorisées en circulation interfile, ainsi que les véhicules de secours pourront l'emprunter. Plus de 30 espèces de poissons sont aujourd'hui recensées dans la Seine, contre 3 espèces il y a 40 ans. Moins 55%, c'est l'objectif de réduction de l'empreinte carbone des Jeux de Paris 2024 par rapport aux Jeux de Londres 2012. 30 nouveaux kilomètres de pistes cyclables ont été aménagés pour relier les sites de compétition. Mettre les inégalités KO. Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. La ville a choisi de s'approprier cette devise olympique pour rendre Paris plus juste et plus inclusive pour ses habitants, un souhait devenu réalité sur plusieurs terrains. Quoi de mieux que l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques pour transformer durablement une ville ? Une mission relevée avec succès par les entreprises de l'économie sociale et solidaire, ESS, qui interviennent dans les secteurs de l'action sociale, de la santé publique et de l'environnement, associations, coopératives, etc., sans recherche de profit. À travers leur rôle prépondérant dans les Jeux, ces organisations ont pu se développer notamment via la Charte sociale de Paris 2024, qui réservait 25% des marchés publics aux TPE-PME et aux structures de l'ESS. Parmi les chantiers majeurs engagés se trouve celui de l'accessibilité des para-athlètes et des 350 000 visiteurs en situation de handicap attendus pour les Jeux. Une attention toute particulière a ainsi été portée sur les cheminements d'approche aux sites de compétition en collaboration avec de nombreuses associations. Le but, que les travaux menés soient un héritage de l'accueil des Jeux. Résultat, dans chaque arrondissement, un quartier à accessibilité augmentée permettra à tous les habitants d'accéder durablement aux services de proximité indispensables. Commerce, écoles, établissements de santé, hébergement, etc. En parallèle, l'intégralité des lignes de bus parisiennes a été mise en accessibilité.
Mixité et réussite scolaire. La lutte contre les inégalités se joue aussi sur tous les terrains de sport. En France, ils sont occupés à 90% par des hommes. Alors, pour favoriser la mixité et inciter les femmes à la pratique, la ville a lancé Paris Sportive. Cette initiative permet à 32 clubs et associations de soumettre chaque semaine des activités sportives aux femmes. Elles se réapproprient de cette manière une soixantaine de terrains auxquels elles n'avaient pas accès jusque-là. Enfin, faire de l'exercice physique est d'autant plus important que le sport peut favoriser la réussite éducative. Chez les plus jeunes, il peut être un moteur de la réduction des inégalités scolaires. C'est le cas au club de basket PB18 dans le 18e et pour 24 autres clubs qui proposent de l'aide aux devoirs ou un accompagnement éducatif avec un objectif, mettre le décrochage scolaire sur la touche. Découverte. La médiathèque James Baldwin, un nouveau lieu de culture et de partage. La médiathèque James Baldwin et la maison des réfugiés ouvrent ce printemps dans l'ancien lycée Jean Carré dans le 19e arrondissement. Un projet unique pour ces deux établissements de proximité qui vont proposer une programmation commune et des espaces ouverts à tous. Héloïse Cuillier, la directrice adjointe de la médiathèque James Baldwin, et Sophie Haberbusch-Sueur, la chef de service de la Maison des Réfugiés, soulignent. Le point commun entre ces deux équipements, c'est la notion d'accueil inconditionnel. Ce lieu ressource pour les personnes venant chercher refuge à Paris, quel que soit leur statut, quitte en effet ses locaux du 14e arrondissement pour s'installer dans l'ancien lycée Jean Carré, dans le 19e, avec la médiathèque James Baldwin, un nouveau lieu culturel de lecture publique qui ouvrira avant les Jeux à proximité de la place des Fêtes. Un destin qui lie les deux établissements, aussi reliés par un bâtiment central et des espaces en commun. Ils proposeront tout au long de l'année une programmation unique pour favoriser l'interconnaissance, le partage et les échanges entre les habitants du quartier et leurs usagers. 80 000 documents consultables. Du côté de la médiathèque, la toute première de l'arrondissement, elle offrira sur 4 étages une diversité de collections, 80 000 documents, livres, BD, partitions, etc., instruments de musique, jeux de société, jeux vidéo, vinyles, etc. Elle rejoint aussi les 4 autres médiathèques parisiennes qui disposent d'un pôle sourd pour accueillir le public en langue des signes. Elle sera ouverte 40 heures par semaine et dès septembre, les dimanches après-midi. Tout pour l'intégration. La Maison des Réfugiés, pilotée par les associations Emmaüs Solidarité et Singa, accompagne de son côté tous les nouveaux arrivants dans leur intégration en leur proposant un soutien dans l'apprentissage du français et l'insertion sociale et professionnelle, sans compter des activités socioculturelles et sportives. Parallèlement, elle sensibilise les Parisiens aux défis et aux enjeux liés aux migrations et à l'accueil à travers l'organisation d'initiatives régulières. Et pour ce qui concerne la rénovation, les bâtiments existants ont été conservés au maximum et les matériaux démolis ont été réemployés sur place, notamment dans l'espace paysager ou sur d'autres chantiers de la ville de Paris. Comme quoi il est toujours possible de reconstruire sans tout détruire. Comme on le voit ici en photo, ce projet porte des ambitions sociales, culturelles et écologiques. La quasi-totalité des surfaces existantes a été conservée pour éviter des travaux de démolition. Le 19e arrondissement accueille donc sa toute première médiathèque. En savoir plus. Un hommage à James Baldwin. La médiathèque rend hommage à une grande figure de la littérature du XXe siècle, James Baldwin. Engagé dans la lutte en faveur des droits civiques des Noirs américains et des personnes LGBTQIA+, mais également contre le racisme et les violences policières, l'auteur né à New York en 1924 a vécu une dizaine d'années à Paris à la fin des années 1940. Ses écrits et ses engagements résonnent toujours aujourd'hui. Paris, une expo événement à partir de mi-mai. Cette grande exposition est une occasion joyeuse et ludique de nous redécouvrir en tant que Parisiennes et Parisiens, mais aussi de comprendre l'histoire de notre ville, comme ses transformations récentes au moment où la capitale s'apprête à accueillir les Jeux. Ils alimentent les fantasmes, inspirent les plus grands artistes et revendiquent un art de vivre bien à eux, mais savons-nous qui sont réellement les Parisiennes et les Parisiens ? Grâce à un corpus riche et détaillé, regroupant photographies, vidéos, données chiffrées, cartographies et témoignages, l'exposition Paris dresse un portrait aux multiples facettes des habitants de la capitale.
Elle rend également hommage aux valeurs qu'ils portent avec ferveur et courage, faisant écho à leur capacité de résilience, de dépassement ou encore de solidarité dont ils ont notamment fait preuve lors de la marche républicaine après les attentats de Charlie Hebdo en 2015. Marche pour le climat, crise migratoire, pandémie, incendie de Notre-Dame de Paris, tous les événements et les épreuves traversées ces dernières années ont vu naître des élans de cohésion sociale et d'entraide chez les Parisiennes et les Parisiens, mais aussi d'importantes transformations du paysage urbain. Végétalisation des espaces publics, aménagement de nouvelles pistes cyclables, réalisation et développement des voies urbaines aux écoles, ouverture de centres d'hébergement à destination des populations en situation de grande précarité, la capitale poursuit son incroyable métamorphose, bien déterminée à répondre au mieux aux immenses défis de notre époque. Plongé au cœur d'une scénographie ludique, interactive et totalement immersive, le visiteur déambule au sein d'un parcours spectaculaire qui met en lumière ce Paris en mutation et tourné entièrement vers le développement de la biodiversité, la préservation du patrimoine ainsi que le renouvellement de l'offre culturelle. Point crucial de cette exposition, la visite nous mène également jusqu'aux abords de la Seine, transformée en un véritable lieu de vie. Un nouveau visage rendu possible grâce à de vastes aménagements tels que la piétonisation des voies sur berge et l'ouverture à la baignade. Alors, curieux de voir la capitale se réinventer pour l'avenir ? En pratique, exposition Paris, salle Saint-Jean de l'Hôtel de Ville, 5 rue de Lobau, Paris-Centre. Le théâtre de la Concorde entre en scène. Avant, c'était l'espace Cardin. Désormais, c'est un lieu de nouveaux échanges mêlant création artistique et débat autour de la démocratie. Un grand lieu de vie, ouvert en journée pour des activités gratuites et en soirée pour des spectacles. Voilà comment Elsa Boublil, directrice du Théâtre de la Concorde, présente cet établissement hybride qui fait rimer art et démocratie. Ce qui le rend singulier, selon elle, c'est qu'on y fait tomber le mur entre la scène et les spectateurs. Elle précise: en accueillant toutes les formes de spectacle, en permettant la prise de parole, en laissant la chance à chacun de se rencontrer, de déconstruire et reconstruire ensemble. Mon doux rêve est que tous les citoyens, écoliers, habitants des quartiers populaires, universitaires, artistes, amateurs de débat ou simples curieux s'y retrouvent. Depuis son ouverture à la fin février, un programme dense est déjà proposé dans l'ex-espace Cardin de l'avenue Gabriel dans le 8e, qui comprend un ciné-club de 40 places, un studio de 150 places et une salle de 650 places. À chaque mois, sa thématique, après les femmes en mars, le mois d'avril sera consacré à la mémoire, avant l'Europe en mai et le corps en juin. Une université populaire, autant de sujets qui sont décortiqués et déclinés à travers des activités variées, participatives, interactives et engageantes, précise Elsa Boublil. Je vois le théâtre de la Concorde comme un autre théâtre, un nouveau théâtre très éditorialisé dont les spectacles sont les caisses de résonance des réflexions en cours. L'objectif, permettre par exemple au public d'acquérir des compétences pratiques en matière de citoyenneté active, prise de parole en public, gestion de projets citoyens, etc. Des conférences seront aussi organisées pour approfondir des sujets liés à la démocratie, tout comme des formations sur les droits civiques, la responsabilité citoyenne et la compréhension des institutions. À noter, la programmation des lieux a été mise en place avec l'appui d'un comité d'orientation composé d'une sélection de sociologues, journalistes, artistes, sous la présidence de Patrick Boucheron, historien spécialiste du Moyen-Âge et professeur au Collège de France. En pratique, Théâtre de la Concorde, 1 avenue Gabriel, dans le 8e arrondissement. Sur les traces d'Hector Guimard, le célèbre architecte n'est pas seulement l'auteur d'entrées de métro. Il a aussi laissé son empreinte à base de courbes, d'arabesques et de matériaux nouveaux dans de nombreux endroits de la capitale. La preuve par 5 à l'occasion de l'année Guimard célébrée par Paris. Premièrement, le Castel Béranger, son chef-d'œuvre. Adolescent, Hector Guimard vit à Paris chez sa marraine, avenue de Versailles, dans le 16e, quand il se lance dans l'architecture alors qu'il est encore élève des Beaux-Arts. C'est la bourgeoisie catholique de l'Ouest parisien qui lui assure ses premières commandes, des résidences privées comme l'hôtel Rosé en 1891 et l'hôtel Jacédé en 1893. Un voyage d'études à Bruxelles en 1895 et sa rencontre avec les architectes belges Victor Horta et Paul Ancar modifient son approche stylistique. À son retour, il se consacre pendant 3 ans au Castel Béranger,
14 rue Jean de La Fontaine, dans le 16e, classé monument historique, l'immeuble, considéré comme l'œuvre fondatrice de l'Art nouveau en France, lui a valu le prix de la meilleure façade par la ville de Paris en 1898. 2. Des entrées de métro devenues iconiques. En 1900, lors de la création du métropolitain, le style Guimard est à la mode. Ces entrées art nouveau mêlant fer, fonte, verre et lave émaillé, les hauts candélabres, l'enseigne et son lettrage si typique séduisent. Changement d'ambiance quelques années plus tard, elles sont considérées comme démodées et l'art nouveau trop agressif, trop sauvage. Les entrées de métro tortueuses, dont la couleur verte sera ensuite assimilée à celle des uniformes allemands, sont accusées d'être issues des profondeurs de l'Apocalypse. Sur les 167 ouvrages Guimard répartis sur 107 stations de métro, il n'en reste que 88, dont seulement 2 édicules aux stations Porte Dauphine sur la ligne 2 et Abbesse sur la ligne 12. En 3, l'hôtel Mézara, un futur musée. Un musée aurait pu déjà y voir le jour dès les années 1940, quand la veuve de Guimard, l'artiste peintre Adeline Oppenheim, propose à l'État leur hôtel particulier de l'avenue Mozart dans le 16e arrondissement. Mais elle essuie un refus et de nombreuses archives sont détruites. Et depuis quelques années, ce sont les passionnés du cercle Guimard qui sont mobilisés pour la création d'un centre culturel à l'hôtel Mézara, construit par Guimard en 1910 au 60 rue Jean de La Fontaine dans le 16e arrondissement. Ce projet de musée permettrait de présenter au public des objets de décoration, des bijoux, des mosaïques, des modèles de fonte ainsi que des dessins et esquisses. La salle à manger de l'édifice possède encore tout son mobilier d'origine, buffet, table et chaises, conçus par l'architecte. Le lieu pourrait être plus globalement dédié à l'art nouveau. 4. Banc, papier peint et pierre tombale. Guimard aime déstructurer les volumes, faire la part belle aux courbes, contre-courbes et autres excroissances, puisant son inspiration dans le répertoire esthétique végétal. La synagogue de la rue Pavée, Paris-Centre, en est un superbe exemple. En complément des plans d'édifices, il compose un catalogue de fontes ornementales pour les balcons, des bancs de jardin, des panneaux de porte, des papiers peints. Il aborde tous les matériaux, le fer, la fonte, le plâtre, le staff, le marbre, le bronze, le bois, la céramique ou le verre. Il imaginera aussi 14 sépultures ou monuments commémoratifs, dont à Paris, les tombes de Victor Rose au cimetière des Batignolles dans le 17e, d'Albert Hadès et des familles Giron, Mirel et Gaillard à Montparnasse dans le 14e, de Deron-Levant au cimetière d'Auteuil dans le 16e et d'Ernest Caillat au Père-Lachaise. Tribune. Ces tribunes n'engagent pas la rédaction. Groupe Paris en commun, Rémi Ferraud, président du groupe. Les JOP 2024, un héritage durable pour Paris et la Seine-Saint-Denis. Les Jeux olympiques et paralympiques, s'ils seront festifs et spectaculaires avec notamment la cérémonie d'ouverture organisée sur la Seine, seront aussi les plus sobres, durables, responsables et inclusifs jamais organisés. C'était la promesse de la candidature de Paris 2024, elle sera tenue. L'héritage olympique sera considérable pour les Parisiennes et les Parisiens dans de très nombreux domaines. Les déplacements avec la création et le prolongement de pistes cyclables, ainsi que la voie réservée au covoiturage sur le périphérique, l'urbanisme avec moins de circulation automobile et plus de place pour les piétons au Trocadéro et sur la place de la Concorde, le sport avec la nouvelle aréna et les gymnases de la Porte de la Chapelle, ou encore la baignade dans la Seine attendue depuis si longtemps. Les Jeux paralympiques permettront aussi d'accélérer la mise en accessibilité de la capitale et de développer l'accès aux personnes en situation de handicap à des pratiques sportives régulières. Quant au tourisme, il sera dynamisé dans la durée, avec à la clé des dizaines de milliers d'emplois nouveaux créés, dont de nombreux seront pérennisés. Et c'est parce que nous sommes également exigeants sur l'héritage social des Jeux que nous refusons que les personnes sans domicile soient laissées à la rue ou simplement déplacées par l'État. Nous sommes déterminés à exiger du gouvernement, dont c'est la compétence, l'augmentation du nombre de places d'hébergement dont nous avons tant besoin, comme l'a encore prouvé la Nuit de la Solidarité organisée fin janvier dernier. Soyons volontaristes et enthousiastes pour faire des JOP de Paris 2024 un moment extraordinaire qui marquera l'histoire de notre ville, mais aussi un levier d'accélération de la transformation écologique et du renforcement de la solidarité.
Retrouvez-nous sur Twitter et Facebook, @groupe PEC. Groupe Changer Paris. JOP 2024, un héritage décevant pour les Parisiens. À quelques semaines de l'ouverture des Jeux de Paris 2024, l'engouement n'est toujours pas là. Les Parisiens qui le peuvent pensent d'abord à quitter Paris cet été, tandis que ceux qui restent s'inquiètent pour leur sécurité et des restrictions de circulation. Cet événement planétaire qui devrait susciter plus d'enthousiasme inquiète avant tout, car il ne semble pas offrir aux Parisiens toutes les promesses censées l'accompagner. L'état de certains équipements sportifs utilisés au quotidien pose ainsi question, comme les trous constatés sur les terrains de sport, le manque de disponibilité de nos piscines ou encore leur état de délabrement. Le temps où la ville promettait de rénover et de rendre accessibles tous les équipements sportifs de proximité en vue des Jeux est déjà loin. Alors que les sports urbains seront mis à l'honneur lors des JOP tels que le basket 3x3, le skateboard, le BMX freestyle ou encore le breaking, leur accès reste difficile. Pourtant, aujourd'hui, près de la moitié des activités sportives se pratiquent en dehors d'un club, attirant une majorité de jeunes Parisiens séduits par l'accessibilité de ces structures. Nous demandons depuis des années l'aménagement de nouveaux parcs de sports urbains et un audit sur l'entretien de chaque site dans le but d'en constituer un véritable héritage pour les jeunes. Il n'en est rien. Enfin, la répartition des crédits du projet héritage entre les arrondissements est totalement inégale. 9 arrondissements n'ont reçu que 2% des subventions et les 6e, 7e, 8e arrondissements n'ont rien perçu. Nous plaidons toujours pour un héritage équitable de l'accueil des JOP dans tous les arrondissements, qu'ils hébergent ou non un site olympique de compétition ou d'entraînement, en dépit de l'indifférence d'Anne Hidalgo. Groupe Les Écologistes. Fatoumata Koné, présidente du groupe. Jeux olympiques et paralympiques 2024, héritage ou nettoyage social ? Je prends un risque politique avec cette candidature, mais je suis convaincue qu'il n'y a pas d'événement plus puissant, plus porteur, plus fédérateur, notamment pour la jeunesse. Ce sont les mots de la maire de Paris à l'occasion des négociations de Rio en 2016 pour défendre la candidature de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques JOP de 2024. 8 ans après, nous y sommes. Écologistes, nous nous étions positionnés contre la candidature de Paris aux JOP. Nous étions contre au regard des conséquences climatiques d'un tel événement. Contre au regard du risque financier pour la collectivité publique. Et enfin, contre ayant pu constater les conséquences sociales de manifestations sportives de cette envergure. Pour les écologistes, le risque politique, c'est celui-ci, accentuer les inégalités sociales, accentuer le changement climatique et grever les capacités de financement de la ville de Paris. Désormais, nous y sommes. Dans 4 mois, la flamme olympique brillera sur Paris. Alors notre rôle en tant qu'élus écologistes est bien de limiter les risques sociaux, économiques et climatiques d'un tel événement. C'est aussi que la promesse d'une grande fête populaire soit tenue. Pour que les Jeux olympiques soient fidèles aux ambitions portées, nous demandons à la maire de Paris de défendre contre la préfecture les arrêtés de nettoyage des personnes sans abri, de défendre contre l'État les étudiantes et les étudiants forcés de quitter leur chambre du Crous, de défendre contre la région un ticket de métro à un prix décent pour les Parisiennes, les Parisiens et les touristes, de défendre le respect des libertés de circulation dans Paris, de défendre une réelle accessibilité des JOP à toutes les Parisiennes et tous les Parisiens. Nous, écologistes, le faisons déjà, faisons-le ensemble. Retrouvez-nous sur www.groupe-écologiste.paris. Groupe communiste et citoyen. Yann Brossat et Raphaël Primet, coprésidents du groupe. Faisons des Jeux olympiques et paralympiques une fête populaire. C'est une année historique pour Paris et pour la France. 100 ans après 1924, nous allons accueillir les Jeux olympiques et paralympiques. Nous, communistes, avons toujours été favorables à ces Jeux en imposant nos conditions. La première fut celle de la sécurité des travailleurs sur les chantiers. Dès le lancement de la candidature, nous avons plaidé pour la mise en place d'une charte sociale avec les syndicats. Les résultats sont aujourd'hui clairs. Le nombre d'accidents sur les chantiers des JOP est 4 fois inférieur à celui du bâtiment en général. La seconde fut celle de l'héritage. Un héritage social d'abord, avec plus de 3800 contrats signés par des personnes demandeuses d'emploi, dont la moitié de Seine-Saint-Denis. Nous avons également plaidé pour que ces Jeux puissent servir d'accélérateur pour l'hébergement d'urgence. Un héritage en matière d'infrastructure avec la construction de l'Arena Porte de la Chapelle, de l'anneau sportif autour de Paris, de plus de 3000 logements et d'équipements sportifs en Seine-Saint-Denis. La troisième est celle de l'accessibilité.
Nous devons permettre au plus grand nombre d'assister aux épreuves des JOP. C'est dans ce sens que nous avons plaidé pour une cérémonie d'ouverture gratuite pour des milliers de personnes accueillant largement, ainsi que pour des places à prix réduit pour les jeunes. Enfin, cet événement international doit nous permettre de faire vivre une valeur cruciale, la paix. Historiquement, une trêve olympique est instaurée tout le long des Jeux, invitant les nations du monde au cessez-le-feu. Face aux conflits en Ukraine, en Israël et en Palestine, et dans tant de régions, il est plus que temps de mettre en place cette trêve. Paix. Retrouvez le site communiste au pluriel-du6 paris.fr ou bien le groupe sur Twitter, Facebook, sous l'arrobase élu au pluriel PCF Paris, ainsi que sur Instagram, groupe communiste et citoyen Paris. Groupe indépendant et progressiste. Pierre-Yves Bournazel, coprésident, Delphine Burkli, coprésidente, et les élus du groupe. Rassemblés pour la réussite des Jeux de Paris. En juillet, Paris accueillera les Jeux olympiques et paralympiques 100 ans après les avoir déjà organisés. Ce sera l'aboutissement d'un long travail porté par des milliers de femmes et d'hommes engagés pour le rayonnement de notre pays et singulièrement de notre capitale. Paris deviendra pendant quelques semaines la vitrine sportive du monde. Elle aura l'occasion de porter un message puissant et les valeurs que sont celles du sport. Le respect, l'émancipation, la solidarité, la persévérance, l'esprit collectif. Ce sera aussi l'opportunité de valoriser nos sportifs, nos clubs, nos associations de quartier et nos multiples savoir-faire. À plus d'un titre, ces Jeux s'annoncent déjà comme inédits. Grâce à une mobilisation sans précédent, le comité d'organisation s'est fixé l'objectif de diviser par 2 l'empreinte carbone des Jeux par rapport à la moyenne des éditions précédentes. Ils seront également les premiers Jeux paritaires de l'histoire, avec pour la première fois un nombre équivalent d'athlètes femmes et hommes. Depuis la phase de candidature jusqu'à sa réalisation concrète, nous avons toujours défendu que ces Jeux devaient être conçus comme un accélérateur de politique publique. Ils avaient notamment pour mission de laisser un héritage tant matériel qu'immatériel. En collaboration avec l'État et la région, la ville de Paris devra elle aussi travailler à la réalisation d'un bilan et d'une évaluation objective de ce large héritage. C'est un enjeu de transparence démocratique autant que de bon usage des deniers publics. En attendant, tous les élus parisiens et franciliens, tous les acteurs politiques, publics, économiques et sociaux ont le devoir de s'unir pour la réussite de ces Jeux. C'est l'image de Paris et de la France qui sont en jeu. Groupe Modem, démocrate et écologiste. Maud Gattel et les élus du groupe. Paris face à la crise climatique, JO en alerte. Une récente étude publiée par la revue NPJ Climate and Atmospheric Science met en garde contre la possibilité d'une canicule cet été, ainsi qu'une augmentation de 4 degrés en moyenne de la température, ce qui souligne l'urgence d'agir pour la sécurité et le bien-être de nos concitoyens. Les élus du groupe Modem, démocrates et écologistes sont particulièrement inquiets, car il est de plus en plus évident que les infrastructures ne sont pas prêtes à affronter ce défi. 1 an après les travaux de la mission d'information et d'évaluation intitulée Paris à 50 degrés, la ville de Paris ne semble pas avoir entendu l'alerte pour répondre aux conséquences dévastatrices du changement climatique. Pointant le manque de préparation face à ces défis, les propositions avancées par le groupe Modem visent à transformer radicalement l'urbanisme parisien en limitant les îlots de chaleur urbains, en luttant contre le phénomène de ville radiateur, en intensifiant la végétalisation des espaces par la création de cours oasis, de zones ombragées. La récupération des eaux de pluie, la massification de la rénovation énergétique des bâtiments publics et privés, la cartographie des flux d'air sont autant de chantiers urgents pour transformer Paris en une ville résiliente face aux bouleversements climatiques. L'héritage des Jeux olympiques et paralympiques ne doit pas être seulement sportif, il doit être environnemental. Paris doit prendre des mesures drastiques car à la veille des Jeux, où athlètes et spectateurs seront exposés à des températures potentiellement extrêmes, la question de la sécurité et du confort est une priorité. Alors qu'il s'agissait d'une opportunité pour adapter la ville, il s'agit maintenant d'espérer que les JO n'en pâtissent pas. Quiz.
Paris et la voiture, une longue histoire. Avant la votation sur la place des SUV dans la capitale, ce sont les carrosses et projets d'autoroute urbaine qui étaient au centre des préoccupations. Et si l'on révisait l'histoire ? Première question. Combien de voitures, carrosses, calèches, etc. comptait-on à Paris à la fin du XVIIIe siècle ? Réponse A, 1000. Réponse B, 5000. Réponse C, 20 000. Deuxième question. En quelle année Louis Lépine, préfet de police de Paris, a-t-il inventé l'ancêtre du permis de conduire ? Réponse A, 1945. Réponse B, 1920. Réponse C, 1893. La bonne réponse est la réponse C, 1893. Troisième question. Quelles informations annonçaient les 4 premiers panneaux de signalisation ? Réponse A. Croisement, virage délicat, passage à niveau, Cassis. Réponse B. Croisement, virage délicat, passage à niveau, priorité vélo. Réponse C. Croisement, virage délicat, passage à niveau, danger, animaux sauvages. Quatrième question. Imaginé dans les années 1960, le plan autoroutier pour Paris aurait pu profondément bouleverser le paysage de la capitale. Avec quelle proposition majeure ? Réponse A, 8 autoroutes intramuros. Réponse B, un tunnel géant est-ouest. Réponse C, la couverture de la Seine par une voie rapide. La bonne réponse est la réponse A, 8 autoroutes intramuros. Cinquième question. Quel est le pourcentage de Parisiens à ne pas posséder de voiture ? Réponse A, 50%. Réponse B, 66%. Réponse C, 33%. Sixième question. Avant d'accueillir le centre Pompidou, que trouvait-on sur la place Beaubourg ? Réponse A, un jardin public. Réponse B, un marché alimentaire. Réponse C, un parking. La bonne réponse est la réponse C, un parking. Et enfin, 7e et dernière question. Dans le cadre du nouveau plan climat de la ville de Paris, quelle mesure est amenée à transformer le boulevard périphérique après les Jeux ? Réponse A, la vitesse passera à 50 km/h. Réponse B, les poids lourds y seront interdits. Ou réponse C, il sera entièrement détruit. Voici les réponses au quiz auquel vous venez de jouer. Pour les réponses, il fallait, pour la première question, répondre la C, c'est-à-dire 20 000. Oui, on comptait bien 20 000 voitures, carrosses, calèches, etc. à Paris à la fin du XVIIIe siècle. Pour la deuxième question, il fallait répondre la C, 1893. C'est l'année où Louis Lépine, préfet de police de Paris, a inventé l'ancêtre du permis de conduire. Pour la troisième question, il fallait répondre la A, croisement, virage délicat, passage à niveau, Cassis. Voici les informations annoncées sur les 4 premiers panneaux de signalisation. Pour la quatrième question, il fallait répondre la A, c'est-à-dire 8 autoroutes intramuros. Voilà ce qui avait été imaginé dans les années 60. Le plan autoroutier pour Paris aurait pu profondément bouleverser le paysage de la capitale avec ses 8 autoroutes intramuros. Pour la question 5, il fallait répondre la réponse B, c'est-à-dire 66%. Oui, 66% de Parisiens ne possèdent pas de voiture. Pour la question 6, il fallait répondre la réponse C, c'est-à-dire un parking. Avant que le centre Pompidou n'arrive, c'était bien un parking qui se trouvait sur la place Beaubourg. Pour la question 7, il fallait répondre la réponse A. La vitesse passera bien à 50 km/h suite aux Jeux Olympiques de Paris sur le boulevard périphérique. Paris Infojeux. Recevez votre newsletter personnalisée pour faciliter vos déplacements et vos sorties pendant les Jeux. Retrouvez toutes les informations sur Paris Infojeux.